Bonjour tout d'abord, assalamu alaikum. Je n'ai pas une prononciation peut-être aussi bonne que dernièrement, la dernière présentation, mais ça ira. On va essayer de respecter le timing. En fait, on m'a donné quoi, 20 minutes? Oui, c'est ça, au total, avec les questions. Donc la présentation, je vais essayer de faire plus court et on va peut-être passer plus rapidement aux questions et réponses. Donc voilà, là le titre c'est Retour d'expérience MBA à HEC, parce que actuellement je suis en train de faire un MBA chez HEC, l'école HEC Paris. C'est presque terminé, mais je n'ai pas encore le diplôme. Donc, je vais commencer avec une petite introduction rapide de mon profil, parce qu'en fait, c'est intéressant de savoir pourquoi j'ai choisi, parce que témoignage, je pense, la première question, pourquoi j'ai pensé à faire un MBA, ou pourquoi vous, dans votre cas, vous pouvez peut-être réfléchir à ce genre d'études. Donc, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique de 2001 de Kennedy University à Karachi. Donc en bas, vous voyez la photo, je sais bien que j'ai mis ça parce que c'est juste pour montrer à Zakir qui disait tout à l'heure avec les Pakistanais entre les femmes et les hommes. Donc il y a quand même pas mal de femmes et normalement il y a de plus en plus de femmes, majorité de femmes surtout dans les écoles d'ingénieurs et médecine au Pakistan maintenant que les hommes. Parce que tout simplement elles sont plus brillantes et c'est sur les notes au Pakistan. Le campus, juste pour faire une petite histoire. Ensuite, moi j'ai travaillé avec une start-up au Pakistan, à Karachi toujours, pendant un an et demi, dans le domaine de conception numérique, simulation et impression 3D. Donc on parle beaucoup d'impression 3D, mais ça existait. Donc au Pakistan, on avait la représentation d'une société allemande pour imprimer les maquettes. Donc, ça donne un aperçu des choses qui se passent au Pakistan, qui sont passées, qui se passent toujours d'ailleurs, au niveau de la technologie. Ensuite, alors, j'ai fait un master de l'université Paul Sabatier en 2003, donc à Toulouse. Je suis arrivé en France en 2002, un peu de cours de français, ensuite un master à Toulouse. À Toulouse, ils parlent différemment. Comprendre petit à petit. Et ensuite, j'ai fait un stage chez Renault Trucks en calcul de crash. Donc, on suivait les camions sur l'ordinateur et vérifiait les résultats avec les essais réels. Alors, et finalement, donc, j'ai travaillé pour un éditeur de logiciels français, donc toujours en informatique. Voilà. Même si j'ai un profil d'ingénieur mécanique, mais bon, les gènes on ne peut pas changer. Donc, l'informatique m'a trouvé. Donc avec un éditeur en tant qu'ingénieur avant-vente, donc présentation applicative sur le domaine mécanique. Et finalement, les 4 dernières années, jusqu'à 2012, chez Autodesk, qui est un éditeur de logiciels encore américain, en tant que Customer Success, donc un travail relationnel, implémentation, adoption de logiciels. Alors pourquoi cette image? Parce que en fait j'ai essayé de résumer par des images qu'est-ce que j'ai appris et quelles étaient les choses les plus cool pour donner envie aux plus jeunes de ce métier, de tout ce que vous avez vu. Donc c'était les voyages. Premier travail avec l'éditeur français, c'était les voyages en France partout et deuxième plus au niveau mondial. Donc des expériences assez enrichissantes. Et ensuite, alors en 2012, donc, je me retrouve avec mon diplôme d'ingénieur, avec 8 ans d'expérience dans le domaine de simulation, un expert simulation. Donc, je dis oui, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas mourir en expert simulation. Donc, ensuite, bien sûr, il y a d'autres possibilités, soit vous restez dans votre domaine, donc je pense que vous, peut-être la plupart de vous ont déjà une spécialisation, ont déjà des études dans une spécialité. Donc soit vous restez dans votre spécialité, soit vous dites ok, je veux voir des autres choses aussi, donc changer ou peut-être élargir. Donc moi, j'ai dit ok, il ne faut pas faire la crise de la trentaine et essayer de
voir comment je peux faire ensuite pour la deuxième partie de la carrière. Donc j'ai opté pour la diversification, et la diversification, ou plus on va dire élargir un peu le champ des compétences et d'opportunités. Il n'y a pas mieux qu'un MBA. Parce que MBA, en fait, pourquoi MBA? Parce que tout simplement, en fait, pour moi, je parle de moi ici, mais je pense que c'est vraiment le résumé d'un MBA. Ça peut être vraiment les raisons pour lesquelles vous aussi vous pouvez opter pour faire un diplôme de ce type. Pour ne pas rester spécialisé, déjà il faut avoir une spécialité ou quelque chose, une base, et idéalement une expérience. Donc normalement, 3 ans d'expérience. Je vais prendre un peu de l'eau si vous me permettez. Donc, on a une spécialité et idéalement on a au moins 5 ans d'expérience. De toute façon, il faut avoir une certaine expérience. 5 ans, entre 5 ans et 15 ans. Mais après, en fonction du nombre d'années d'expérience, il y a plusieurs types de MBA. Il y a un MBA normal où il faut avoir à peu près 5 ans d'expérience. Après, vous avez MBA part-time. Et à la fin, vous avez MBA executive qui est plus pour les profils plus seniors à partir de 10 à 15 ans. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est un MBA executive, parce que j'avais 10 ans d'à peu près expérience dans mon domaine. Les deux MBA, en fait, part-time et executive, sont compatibles avec un travail plein temps. Mais il faut avoir vraiment des bonnes relations avec votre employeur pour pouvoir faire ça avec votre travail, parce qu'il y a un investissement important, très important en termes de temps et financier aussi. Première chose, en fait, c'est ça, c'est pour ne pas rester spécialiste. Si vous vous posez la question, est-ce que je reste dans mon domaine, je continue en tant que spécialiste, il n'y a pas de mal, bien sûr, vous pouvez continuer. Il y a des opportunités où vous pouvez dire, ok, j'en ai marre, ou je veux voir des autres choses, je veux mélanger une autre spécialité, des autres compétences avec mes spécialités. Parce que bien sûr, quand vous faites quelque chose pour 5 ans ou 10 ans, vous ne pouvez pas vous en débarrasser aussi facilement, et ce n'est pas mon idée d'ailleurs. Ensuite, donc, mieux comprendre les autres fonctions et les métiers plus rapidement, parce que bien sûr, quand vous travaillez dans le monde d'entreprise, vous côtoyez les ressources humaines, les financiers, tous les jours. Donc, bien sûr, vous apprenez comment ils travaillent, quels sont leurs métiers, leurs intérêts, mais plus rapidement, en fait, si vous voulez faire ça plus rapidement, de façon beaucoup plus rapide, accélérer, c'est bien sûr le diplôme qu'il faut faire. Parce qu'on vous donne l'aperçu de toutes les fonctions. Et ensuite, donc avoir un réseau plus une expérience de grande école. Donc encore une fois, personnellement parlant, c'était l'objectif pour moi. Et la plupart d'ailleurs des personnes qui font ce genre d'études, il ne faut pas avoir honte, il faut dire clairement, donc oui, avoir un réseau et une expérience de grande école. Donc heureusement ou malheureusement, en France, ça compte beaucoup. Donc avoir un nom sur votre CV, une école prestigieuse. Parce qu'en France, il faut savoir, c'est très clair, il y a 2 types de population, universitaire et grande école. Ça, vous pouvez voir même par les annonces. Donc ça, il y a une séparation. Alors, soit vous dites, ok, je suis contre la séparation et je ne vais pas suivre ça, soit vous jouez le jeu. Okay, sachant que peut-être maintenant, à votre âge, vous avez 30 ou 40 ans de plus à vivre. Donc voilà. Si vous changez, je pense que ça va prendre plus que ça pour changer la mentalité des gens, surtout dans le monde actuel. Donc, expérience grande école, oui, c'est important, et réseau aussi. Et à la fin, pour évoluer vers des fonctions plus larges et l'éventualité, en fait, il vous forme vraiment pour intégrer la direction générale. Tôt ou tard, parce que ça dépend des personnes, ça dépend des expériences. L'expérience minimum dans ma promotion était de 10 ans. Donc il y avait des gens qui avaient déjà des postes importants, même des CEO, des CFO. Donc vous pouvez très bien avoir des profils comme ça. Chaque personne a des objectifs différents. Mais bien sûr, quand ils vous forment avec cette intention en tête que vous allez intégrer la direction générale de nos sociétés. Ok, alors au niveau du contenu, donc le
contenu d'une formation de ce type. Donc, comme j'ai expliqué, ça vous donne un aperçu de la globalité, en fait, du fonctionnement d'une société au niveau global. Donc, on parle un peu de tout, on s'envole vraiment, et surtout en exécutif, parce que c'est des cours très intenses, et pendant le week-end, ou peut-être 2 ou 3 jours par semaine. Pour moi, c'était 1 jour et demi par semaine. Donc, les heures en présentiel ne sont pas beaucoup. On avait 522 heures de cours en classe, devant un prof. Et ensuite, le reste était de travail en équipe. Donc, il y a cet aspect aussi que je n'ai pas mis sur le slide, mais un aspect très important. Parce qu'en fait, quand vous vous trouvez avec des gens qui ont des postes importants, pour moi, au moins avec mon expérience, c'était ça vraiment la partie la plus importante, c'est de voir comment un CFO de Hertz ou un DRH de notre société française travaille, quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs habitudes. Donc ça, vous apprenez beaucoup par ça aussi. Donc ça, c'est juste la partie cours. Après, il y a la partie travailler en groupe, un projet en groupe. Donc on a fait un projet d'audit stratégique d'une société en ressources humaines en groupe. Donc c'était très intéressant parce que 7 personnes, on était 7 en groupe, et 7 personnes qui ont 10 ans d'expérience, et ensuite quand vous travaillez ensemble, c'est un exercice parce qu'en fait les gens ils ont leur caractère à 10 ans, qui ont déjà eu des responsabilités dans les sociétés. Donc après, pour influencer le travail, pour participer, il faut vraiment lutter. Donc je pense que ça c'était vraiment mon apprentissage. Après il y a bien sûr un côté culturel aussi entre le monde anglo-saxon et franco-français aussi, mais bon. Donc pour les cours, un peu de tout, je veux dire. Okay. Donc il n'y a pas de secret sur les cours. C'est les cours, on utilise les mêmes livres que vous pouvez trouver aussi, les mêmes sujets. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir un aperçu de chaque métier, chaque spécialité, chaque domaine, avec un aspect managérial. C'est-à-dire que quand ils vous expliquent finance, ils ne vont pas vous expliquer finance pour vous faire un expert financier. Vous n'allez pas être un directeur financier, vous pouvez l'être, mais bon, ce n'est pas la finalité de ce genre d'exercice, c'est plus pour vous donner un aperçu de comment vous pouvez travailler avec un financier, quels sont ses intérêts, comment vous pouvez avoir l'information qui vous sera utile dans votre fonction. C'est plus cet aspect. Donc pareil pour marketing, opération ou RH. Donc il faut être très flexible. Il faut être quand même une éponge, en fait, parce que vous êtes bombardé avec des informations. Pour nous, c'était le cours commençait à 8h30 le matin et terminait à 20h. Et après, il y avait la pause déjeuner, bien sûr, plus les pauses d'une demi-heure, mais jusqu'à 20h, il faut tenir déjà et absorber le maximum. Ensuite, le côté encore, un autre côté intéressant, parce que ça vous pouvez faire si vous êtes déjà passé par une spécialité, vous savez déjà peut-être beaucoup mieux qu'un MBA, mais ensuite les choses les plus intéressantes c'est ici, c'est stratégie, c'est les cours de stratégie et les cours de leadership. Le leadership, ça tombe bien parce que vous allez avoir une discussion sur le leadership, et je pense que c'est vraiment ça, ce côté leadership et management, les compétences en management qui changent d'un spécialiste ou une personne très compétente vers, on va dire, un dirigeant de l'entreprise ou qui va devenir un dirigeant. Donc c'est ces qualités qui vont changer, qui vont faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, avec la concurrence partout, en fait, c'est les petits plus qui changent. C'est avec des Pakistanais ou global. Ok. Donc, pourquoi HEC? Pourquoi HEC? Le choix de l'école. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le diplôme et l'école. L'école est importante. Donc, pour la même raison, bien sûr, que les recruteurs aujourd'hui, surtout en France et même dans les autres pays, pareil au Pakistan, ils regardent le diplôme. Okay, donc, ça a une importance, une perception qui est importante. Donc, tout d'abord, les classements. Alors, les classements, c'est très différent. Il y a 10 000 classements. J'ai mis les classements de Financial Times, qui sont les classements les plus, on va dire, reconnus. Donc, HEC Paris, Premier Business School, pour ceux qui m'ont concerné, c'était ça. C'était Executive Education numéro 1 au niveau mondial.
Ça se discute encore une fois les classements, mais FT, Financial Times est le classement le plus prestigieux, le plus reconnu sur un niveau international. Pour moi, en fait, j'ai discuté avec un ami d'un ami, et lui, il m'avait donné une règle très simple. Il dit oui, si tu veux travailler à l'international, et c'est bien sûr ça l'objectif pour moi, il faut choisir entre INSEAD ou HEC. Okay. C'est clair. Après ESSEC, les autres écoles, oui, bien sûr, il y a un bon niveau, très bon niveau, vous pouvez apprendre beaucoup plus, mais c'est plus franco-français, c'est reconnu, ça sera plus en France, mais si vous cherchez un travail à l'international, ça va peut-être les moins parler. Okay. Mais encore une fois, c'est juste un petit aspect, c'est une partie de votre étude. Okay. Donc c'est pas à dire que si vous faites un ESSEC ou un diplôme, ça n'a pas de valeur ou vous apprenez rien. Pas du tout. C'est juste, encore une fois, un plus, deux plus. Alors, ça veut dire quoi en fait les rankings? Pourquoi je parle de ranking? Tout à l'heure on parlait des likes, donc c'est pour simplifier la compréhension, avoir un indicateur. C'est pour ça que les rankings, les classements sont intéressants. C'est un indicateur qui est un indicateur de qualité. Donc la qualité de l'éducation, parce que sinon ça devient très difficile d'évaluer la qualité. Donc pour un externe, bien sûr, comment il va évaluer? La façon la plus simple, quand vous faites votre choix, regardez les classements. Donc la qualité et ensuite le label. Le label, pourquoi le label est important? Bien sûr, derrière, soit vous créez votre entreprise, si vous créez votre entreprise, peut-être moins important, mais si vous voulez intégrer donc, le monde du travail, il y a ce côté perception. Donc comment c'est perçu par le recruteur. Okay, donc il y a le label qui va compter. Quelle école, donc quand on dit MBA HEC, ça passe bien sûr beaucoup mieux qu'avec une autre école, un peu plus, peut-être moins mieux ranké. Et à la fin, le réseau. Alors le réseau est important, justement on a parlé ce matin de ce réseau cadeau qui est intéressant. Je vais parler un peu plus, mais ça, au niveau professionnel, encore une fois, c'est très très important d'avoir un réseau, de collaborer, de voir les gens et de contribuer surtout. Parce qu'en fait, il faut contribuer après pour recevoir. Parce que si vous ne contribuez pas, c'est pas un réseau. Ok. Conclusion, rapidement. Alors, le plus important, c'est le projet professionnel. Okay. Donc, je vous ai parlé des cours, des rankings et tout ça, mais le plus important, c'est d'avoir un projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce MBA ou avec un diplôme quelconque? Okay. Donc, il faut avoir une idée de qu'est-ce que vous voulez faire d'ici dans 5 ans, 10 ans. Okay. Il faut que votre diplôme, peu importe que ce soit MBA, HEC ou un autre, il faut que ça s'inscrit bien dans votre projet professionnel. Il faut que ça vous aide d'aller avancer vers votre objectif. Donc avoir un projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et ensuite, donc, pour le MBA, ça vous donne de recul, bien sûr, avec l'horizon de toutes les fonctions, plus le relationnel, plus il y a un aspect international aussi, je ne vous ai pas parlé, il y a des campus de HEC, en Shanghai, Doha et en Russie. Moi j'ai eu les cours à Boston avec le partenariat et à Doha. Donc ça c'est le côté international, mais c'est pas ça qui m'a intéressé bien sûr. Mais pour les personnes qui n'ont pas eu une expérience internationale, ça compte, c'est intéressant bien sûr. Alors, le réseau est important, ça j'ai dit. Donc ici je parle bien sûr du réseau de votre école, comment vous allez faire. Donc entretenez vos relations avec vos collègues, bien sûr, parce que c'est les personnes que vous allez retrouver ensuite dans l'industrie. Et à la fin, pour le MBA, ce n'est qu'un plus. Pourquoi plus? Parce qu'en fait je cherche aussi l'évolution. Donc quand on voit dans les annonces, on dit MBA est un plus. D'accord? C'est pas un must. Pas quelque chose qui est exigé, c'est un plus toujours. Alors pourquoi plus? Et plus quoi? Plus de quoi? Okay. Donc j'ai pensé à ça et je pense qu'en fait, en résumé, c'est un point de plus. Un point de plus de quoi? Un point de plus dans votre carrière, dans vos connaissances. D'accord? Donc vous avez des connaissances, donc qui sont plusieurs points. Vous avez fait peut-être votre lycée, votre master, votre expérience. Donc MBA, ça sera un point de plus. C'est tout. Après, bien sûr, avec MBA, vous avez déjà l'expérience. Donc, l'expérience, ça connecte les points. Okay, je reprends un peu l'idée de Steve Jobs. Il a dit qu'en fait, il faut savoir connecter les points. Donc, MBA, ça va vous donner un point de plus. Et c'est à vous de connecter les points et d'être
créatif pour mieux connecter ces points. Donc ça dépend vraiment à la fin de vous, qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce que vous avez appris pendant MBA. MBA, c'est un accélérateur, c'est un stimulant. D'accord? Donc on ne peut pas dire que vous faites un MBA et après vous serez un super manager et demain on va vous embaucher en tant que directeur chez Lafarge, une grande société française ou internationale. Donc c'est surtout vous, quelles sont vos compétences, vos qualités. MBA, bien sûr, ça vous donne une clé de plus. Ça ouvre beaucoup de portes, c'est vrai. Ça vous donne beaucoup d'importance tout de suite. C'est beaucoup plus simple de dire je fais un MBA à HEC. Vous voyez le comportement qui change des gens. C'est récent pour moi, donc je peux vous dire, ça change. Mais après, ce que vous allez dire après, parce que vous pouvez continuer à dire que ça, après il faut dire des choses que vous avez appris ou peut-être vos idées. Donc, ce qui est important, c'est vraiment votre expérience et qu'est-ce que vous en faites de cette étude ou ce diplôme. À la fin, les conseils. Donc moi, je pensais que j'allais avoir plus de lycéens, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Mais bon, j'ai mis quand même les conseils pour les jeunes diplômés. Donc soyez curieux, gardez les yeux ouverts, observez qu'est-ce qui se passe autour de vous, les réseaux sociaux, comment ça change, et surtout gardez un œil sur les évolutions. Essayez de projeter qu'est-ce que ça va devenir d'ici dans 5 ans, parce que c'est ça qui change entre deux personnes en fait. Ensuite, écoutez les autres. On apprend beaucoup plus par les autres. Bien sûr, vous apprenez, il y a une autre personne qui fait exactement la même chose en parallèle, peut-être dans un autre métier. Donc, c'est un avantage pour vous. Vous pouvez juste discuter et apprendre beaucoup plus que quelqu'un où il a passé sa vie pour apprendre. Prenez en main votre carrière, ça c'est important. Pareil, donc, définissez votre projet professionnel. Il ne faut pas laisser le hasard à décider à votre place, parce qu'en fait, vous n'étiez pas accepté dans une école ou dans un diplôme quelconque que vous allez changer de métier ou changer de direction. Il y a plusieurs portes, plusieurs voies. Essayez de trouver une autre voie. Formez-vous en continu. Donc ça, je pense que je suis une bonne exemple sur ça. Parce que tout à l'heure, quand on m'a demandé qu'est-ce que vous faites, je suis étudiant. Donc il y a quelqu'un qui dit « Ah bon, encore ?» Oui, encore. Ça existe. Donc, chance d'avoir accès à l'éducation de bonne qualité. Donc ça, c'est important, très important pour les personnes comme nous, qui ne sont pas d'origine française. Donc c'est vraiment important, c'est une chance que vous avez d'être en France ou en Europe et avoir accès à des établissements et éducation de bonne qualité. Pourquoi? En fait, une chose très simple qui m'a convaincu d'investir sur cette MBA, c'est que j'ai regardé les classements. Donc HEC Education numéro 1, et j'ai calculé la distance. J'étais à 30 minutes de trajet de HEC. J'ai dit que ça sera dommage si je ne fais pas ce diplôme. Donc voilà. Ensuite, donc, quelles sont les sources d'information? Les sources, c'est très simple, donc vous n'êtes pas obligé aujourd'hui, parce que vous avez un travail, vous avez un projet qui est en cours, donc vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans un diplôme aussi lourd, mais vous pouvez garder toujours ça en tête, rester motivé, mais en parallèle, vous pouvez avoir des sources d'information. Aujourd'hui, il y a des MOOCs, les cours en ligne, il y a Coursera, un site web avec des cours très géniaux, très bien faits. Je suis les cours aussi sur Coursera par les meilleures universités américaines, françaises et les autres. YouTube. Et à la fin, restez connectés. Restez connectés, donc donnez de l'importance au réseau. Déjà, vous avez votre école, vos voisins, votre travail. Vous avez cadeau maintenant. Donc, cadeau, j'ai raconté une histoire en tant qu'un grand frère, mais vous savez, maintenant, on a 80, vous avez 80 grands frères, donc avec cadeau. Donc, prenez avantage de leur expérience, parlez avec eux, discutez, ils sont là pour ça. Aidez les autres, bien sûr, pour recevoir, en fait. Okay. Donc, il faut commencer par aider. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Et je remercie en fait K2 pour cette initiative. Je pense que c'est très important d'avoir une plateforme comme ça, d'échanger, discuter et avancer. Bonjour, déjà bravo pour la présentation, c'était très bien. Ma première question c'était, donc vous avez fait votre MBA à HEC. Donc maintenant, bon, je vais considérer que votre diplôme vous l'avez, etc. Donc maintenant vous vous dites que vous verrez les différentes propositions que vous allez avoir de travail.
ou bien vous avez déjà un projet en tête et donc ce MBA va vous permettre de concrétiser ce projet. Par exemple, vous parliez des postes à l'étranger, ou travailler avec l'étranger, mais vous avez déjà une idée précise du poste que vous voulez? Une idée précise, en fait, une suite logique, tout simplement, pour n'importe qui avec des ans d'expérience. Et bien sûr, on a un vécu, 10 ans d'expérience, d'accord. Donc, dans le domaine de technique, éditeur de logiciel, ingénieur mécanique, la continuité, c'est bien sûr, ça sera d'intégrer une société où je peux appliquer les deux aspects de mon profil. Parce que je pense que c'est comme ça que je peux apporter le plus de valeur pour mon employeur et pour moi-même. Donc après, donner un nom à titre, c'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, les titres, ça vaut rien. Les titres de poste, je voudrais me dire, oui, mais responsable marketing ou directeur marketing, c'est très simple à dire, mais en fait, c'est pas tout ça. Parce que dans le contexte, l'industrie, ça change tout. Un directeur marketing, il ne fera pas la même chose chez Procter & Gamble que chez Microsoft. Informatique, c'est mon domaine, on va dire IT. Alors, j'ai trouvé votre présentation très bien. Merci. Par contre, il y a pas mal d'informations qui sont déjà disponibles sur le site web de HEC et globalement sur Internet. Moi, je suis intéressé pour connaître ce qui se passe en coulisses, dans l'école même. Et je voudrais avoir plus d'anecdotes, plus d'informations dans les relations avec l'administration, avec les collègues, avec les professeurs. Voilà. En fait, donc, il y a notre classement qui est sorti, mais je parle encore de classement parce que juste pour faire simple, c'est que HEC apparemment a été élu le numéro 1 en termes de réseau. D'accord? Donc réseau, c'est très important et ça, ils vous mettent dans votre tête dès le départ. Il y a des présentations de l'alumni, ils vous poussent pour faire partie de l'alumni. L'alumni, c'est le réseau des anciens. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, vous êtes un peu formaté de partager dans un petit club de HEC. Donc ça, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'à la fin, le réseau est fort. Moi, quand j'étais accepté déjà, je ne suis pas inscrit, mais j'étais déjà accepté, dans la formation, j'ai contacté certains anciens que j'avais trouvé par LinkedIn. Et normalement, LinkedIn, quand vous m'envoyez un message, c'est très dur d'avoir une réponse. J'avais contacté 4 personnes, et sur 4 personnes, j'attendais peut-être une réponse, mais j'ai eu 3 réponses dans le jour même. Donc je pense que c'était quand même impressionnant de voir que les gens répondent seulement avec le nom. Et ça, c'est vrai que ça marche. Ça marche, et c'est ça qui fait la force des écoles, des autres écoles aussi, les meilleures écoles. Donc le réseau, il vous formate sur ça. C'est important, et éventuellement, oui, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Un collègue récemment, il disait, pour le réseau, c'est en fait, c'est tout bête. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir un conseil sur l'aspect financier, soit je vais aller payer une boîte, un conseiller, un auditeur ou un conseiller financier, soit je vais contacter un ancien de HEC et avoir directement la réponse. Bien sûr, c'est un petit souci. Donc, ça marche, c'est une chose. Deuxième chose, sur les cours, donc les cours de MBA, en fait, c'était pas très théorique. Mais ça, c'était vraiment adapté pour les gens qui ont de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils vous parlent du monde réel. Il y a des cas réels. On travaille sur des cas réels, beaucoup de cas réels sur lesquels on travaille. On parle de l'actualité, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les nouvelles tendances, les nouveaux événements. Et je pense que c'est ça fait partie de la qualité. Ensuite, donc, on peut peut-être dire qu'il y avait moitié de cours théoriques, c'est-à-dire devant un professeur, et moitié d'apprentissage par le travail en cours. Donc il y a souvent des cas où on donne un cas, on travaille sur ce cas dans une salle en petit groupe. Donc là, comme je vous parlais tout à l'heure, là vous apprenez comment travailler avec des gens qui ont une spécialité différente de vous, comment vous pouvez exploiter son point fort, et deuxième chose, quand vous savez que là, je peux apporter peut-être mieux que les autres dans le groupe, là, il faut avancer, il faut prendre l'initiative et savoir s'imposer aussi.
Donc c'est très relationnel, vous apprenez comment travailler avec les autres personnes finalement donc un projet final où vous appliquez tout ce que vous avez appris. Il y a deux projets, il y a un projet en groupe et à la fin, et là où je suis, en fait, j'ai pas encore eu mon diplôme, j'espère que je l'aurai, mais non, oui, ça marchera. Les cours ont terminé et maintenant il y a un projet à faire. J'ai répondu à ta question. On peut en parler après, plus de détails, oui. Merci Jacqueline pour ta présentation. Une question. Faut pas non plus. D'abord, bravo, et puis je te souhaite de réussir et aller jusqu'au bout de ta formation. Il y a un constat en France qui est celui de dire, et je partage ton point, et je viendrai la question après, mais en préambule, qui est de dire, si on ne passe pas par les grandes écoles, les voies de l'excellence, en tout cas les voies managériales ou les postes à haute responsabilité ne sont pas évidents. Et on sait qu'en France, plus qu'ailleurs, les portes sont fermées. À partir du moment où on est originaire d'eux, il y a une ou deux raisons à un moment donné qui vont venir sur la table, qui vont justifier qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà de ce qu'on souhaiterait prétendre. Je connais aussi plein d'HEC aujourd'hui qui ont des postes entre guillemets basiques ou intermédiaires. Donc je viens, l'idée, in fine, j'aimerais te questionner sur la question suivante, c'est au-delà du diplôme, qui est la belle voiture, il faut aussi un vrai pilote d'abord. Et la question c'est, à travers ton expérience, que tu n'aies fait HEC, que tu ne l'aies pas fait, et je suis convaincu que c'est un accélérateur, quelles sont les disponibilités d'esprit, les tempéraments, le mindset qu'il faut avoir tout un chacun dans la salle pour réussir professionnellement, parce qu'on ne fera pas tous HEC. Et c'est quoi ce mindset, c'est quoi cette disposition d'esprit, c'est quoi cette motivation au quotidien, qu'est-ce qui doit réellement nous animer au quotidien pour réussir professionnellement, parce que la réussite aussi, on la définit comme on veut. Voilà, c'est ça ma question. Donc elle a une question à peu près large, je pense, mais en fait, je suis juste ça c'est une question qu'on devait te poser à toi. Oui, c'est vrai, j'ai pris la réponse. Tout à fait. Donc en fait, comme j'avais dit, donc encore une fois, HEC, c'est une clé, c'est un point de plus, c'est pas la finalité. Donc, voilà. Et après, tout ce qui compte, comme à rappeler, c'est que vous pouvez très bien trouver HEC qui sont en train de faire des travail, qu'ils pouvaient faire sans HEC ou à notre université. Mais bon, on peut toujours retrouver. Mais après, c'est la qualité personnelle, c'est la curiosité, je pense surtout. Parce que ça, en fait, l'avantage de curiosité, c'est que ça, c'est à vous. C'est à vous. Vous pouvez dire que j'ai pas eu ça par mes parents, ou j'ai pas eu ça par mon origine, ou c'est trop tard de l'avoir, parce que j'ai 37 ans, donc ouais, c'est mort. Non, ça, vous pouvez réveiller à tout moment, et ça aide. Ça aide beaucoup, parce qu'en fait, vous apprenez par l'expérience des autres. Donc les autres, ils ont déjà de l'expérience qui est là, et les gens sont très ouverts à partager. Par exemple, encore une fois, cette initiative de K2, les gens qui sont hyper équipés comme Sway, comme Ardir, comme Zakir, mais qui se sont investis pour quoi? Pour partager. Donc les gens, généralement, sont très ouverts. Ça, c'est le cas partout. Okay, mais qu'est-ce qui freine, en fait? Qu'est-ce qui freine? C'est vous, c'est votre curiosité, c'est parce que vous n'êtes pas assez curieux, vous ne savez pas où trouver l'information ou à qui parler. Donc restez ouvert, parlez avec les autres, et je pense que c'est déjà ça. Dans le monde de société, dans le monde de l'entreprise, donc le monde professionnel, qu'est-ce qui peut changer ou comment on peut exploiter cet avantage, sans parler du diplôme. En fait, c'est la même chose. Moi, je pense que en fait, la chose que j'ai appris le plus important dans cette formation dans un an, c'est l'importance des hommes. Les hommes, la chose la plus importante dans le monde, c'est les hommes, c'est nous, c'est les autres. Donc, ça nous permet vraiment de comprendre, donc les métiers, c'est quoi les métiers, finance, RH, etc. Ça vous donne des connaissances pour savoir, ok, qu'est-ce qui peut m'apporter ce financier. Donc, c'est pas un département de finance, il y a des hommes derrière. Okay, donc, comment vous pouvez aller parler, avoir des informations, travailler avec eux.
Donc c'est vraiment l'esprit de collaborer, s'appuyer sur les compétences des autres et identifier les compétences. Donc faire une formation où vous apprenez tout, ça ne sert à rien. Mais pourquoi? Ça vous permet d'identifier l'avantage d'un financier, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, quels sont ses points forts par rapport à vous. Donc s'appuyer vraiment sur les compétences des autres et bien sûr contribuer par votre spécialité. Merci. Question suivante. L'école HEC pousse plutôt ses étudiants, les étudiants à devenir plutôt entrepreneurs ou plutôt intégrer une entreprise et devenir un manager ou VP. Et quel est toi ton projet pour l'avenir en fait? Est-ce que tu veux devenir entrepreneur, créer une entreprise ou Donc l'entrepreneuriat en fait c'est de plus en plus répandu tout simplement je pense principalement par high-tech, par le succès des sociétés en informatique. Tout le monde doit avoir un WhatsApp ou Facebook ou peu importe. Donc les MBA surtout sont de plus en plus orientés entrepreneuriat. Alors je ne vous ai pas parlé d'une chose, je n'ai pas parlé des choses que vous pouvez trouver sur Internet, parce que c'était un témoignage, donc j'ai resté un peu dans l'esprit de témoignage, dans le partage de l'expérience. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur Internet, sur le site de HEC ou sur Internet en général. Donc, dans les MBA aujourd'hui, il y a un major, une notion de major. C'est-à-dire où vous avez une certaine partie de votre travail qui est dédiée à un sujet spécifique. Donc, par exemple, à HEC, il y a 7 majors, dont un que j'ai fait qui est innovation et entrepreneuriat. Donc, innovation et entrepreneuriat, c'est bien sûr, ça vous donne une couche supplémentaire sur l'aspect innovation, donc management de l'innovation, bien sûr, c'est pas innovation technique, mais c'est une innovation au sens large, et entrepreneuriat. Donc comment encourager les gens à devenir entrepreneurs. Donc il y a ça, après il y a l'Algérie, il y a digital business, donc plusieurs majeurs. Donc ça dépend donc encore une fois, ça relie avec votre projet professionnel. Donc si vous voulez devenir entrepreneur, vous pouvez très bien choisir ce major innovation entrepreneuriat. Alors pour les entrepreneurs, il y a toujours un débat important et intéressant, c'est que est-ce qu'il mieux vaut apprendre par l'expérience, rouler vos 63 000 € qui est un peu le coût de formation dans vos aventures entrepreneuriales ou aller assister les cours. Donc après ça dépend de chaque personne, comment vous voyez les choses. Nous on avait un dirigeant d'entreprise, donc un entrepreneur qui a suivi les cours. Juste les 2 dernières questions rapidement. Parce que, en fait, moi, je vais poser une question sur les critères de choix qui sont poussés à HEC, si on en parlait. Donc, il y a eu le classement, tu disais, et la proximité géographique, c'est une demi-heure de HEC, donc c'était pas mal pour toi. Mais en fait, moi, je voudrais juste, pour les étudiants qui sont là, que tu donnes les vraies raisons, les vraies motivations, ce qui veut pousser les gens à choisir HEC, parce que, quelque part, il faut être lucide. Faire un MBA, c'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà avoir un bagage, un diplôme d'ingénieur comme toi ou avoir un parcours académique, des expériences significatives en management. Et puis derrière, la proximité géographique, pour moi, ça reste assez fort. Au contraire, il faut essayer d'aller le plus loin possible de là où vous habitez pour découvrir de nouvelles horizons. Et donc, après, il y a aussi le prix. Parce qu'il faut savoir qu'un MBA chez HEC, ça vaut 70 000 € peut-être. Il y a des MBA à Harvard ou à l'INSEAD qui valent dans les 100 000 €. Donc tout ça, je pense, c'est des critères sur lesquels je t'invite à t'exprimer et à que les gens connaissent aussi ces points-là. Parce que la proximité géographique et le fait de dire, voilà, c'est numéro 1 dans tel classement. Enfin, par exemple, je te pose la question, si tu avais été pris à Harvard et tu avais les moyens d'y aller, et tu avais été pris à HEC, est-ce que tu es sûr que tu aurais choisi HEC? Voilà, non. Donc, le classement, je ne sais pas, il est bien, mais je ne sais pas quel classement tu as sorti. En fait, il y a Wharton, il y a Yale, il y a Kellogg, il y a prolonger la discussion ici. En tout cas, mais vas-y, réponds rapidement. En fait, les classements, c'est vrai que c'est un peu mécanique, c'est un peu trop mécanique. On va dire oui, on va aller voir les classements. Mais tu sais, il y a toujours une notion des indicateurs. Donc, indicateur, c'est quoi? C'est le classement, malheureusement. Donc, après, tu peux toujours voir comment ils ont choisi, quels sont les critères sur lesquels ils sont basés, tu peux aller plus loin sur ça.
Donc, mais par contre, pour faire simple, parce que en fait, les étudiants, quand vous êtes étudiant, vous avez le choix entre déjà plusieurs écoles, tu ne peux pas aller discuter avec tout le monde. Premier critère, quelque chose de très simple, très bête, très mécanique, c'est les classements. Ça marche, parce qu'il y a déjà derrière des machines qui fonctionnent, donc ils font un bon travail, parce que les classements sont prestigieux. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, après, ça dépend de le métier, les spécialisations. Si c'est un master, par exemple, on a des écoles qui sont meilleures que les autres dans les spécialités. Pour l'MBA, après, ça dépend de ton projet toujours. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Par exemple, si tu veux rester en France, tu peux très bien faire une formation ESSEC. Pour moi, j'ai HEC ou INSEAD. Et le conseil, parce que en fait, ce que je dis, ça, c'est pas moi qui a compris, c'était un ancien de INSEAD, un Pakistanais, un ami d'ailleurs d'un ami. J'ai discuté avec lui et ça m'a beaucoup aidé. Il m'a dit clairement, il a dit ok, si tu veux faire un profil international, soit INSEAD, soit HEC, sinon non. Sinon tu vas gaspiller ton argent. Donc discuter, je pense que le plus simple c'est aller voir les gens qui sont déjà passés par là. C'est la technique la plus simple. Deux questions très rapides, Shakil. Merci pour ta présentation d'abord. Première question, donc, au niveau du coût, ça reste cher. Donc, quels sont les modes de financement, les moyens de financement? Deuxième question, oui. J'en termine. Qu'est-ce que tu as appris sur la notion de leadership? Parce que tu as parlé que c'était un plus. Et est-ce que ça s'apprend? Voilà. Leadership, merci à toi. Ça c'est une question, je vais répondre après. Ça s'apprend, tout simplement. Je laisse le surprise par l'intuitif, ça s'apprend. Ok. Donc il y a plusieurs théories, mais les théories les plus répandues aujourd'hui, ça s'apprend, ça peut s'apprendre. Les financements, le financement, alors parler de financement, je n'ai pas parlé parce que ça fait peur quand même. Pour être un peu explicite, donc ça coûte 63 000 euros chez HEC. INSEAD c'est 90 000, plus exactement ça augmente chaque année. D'accord. Pour le financement, la meilleure chose, et ça c'est pour ça que j'ai dit garder les yeux ouverts et regarder autour qu'est-ce qui se passe. Parce que si vous êtes en bonne relation avec votre société, vous pouvez très bien faire financer par votre société. Donc aimez votre responsable ressources humaines déjà pour ça. Okay. Discutez avec eux, discutez les autres personnes qui ont déjà bénéficié des aides par la société. Dans mon groupe, on avait un DRH, donc lui-même il était responsable de ressources humaines, donc je pense qu'il a signé lui-même sur ces documents. Il y avait plusieurs profils, les personnes qui étaient payées par la société et qui étaient payées pour le temps aussi qu'ils ont dépensé dans les cours. Donc c'est super génial, c'est le formule idéal. Mais encore une fois, il faut avoir ça en tête, il faut avoir ça en projet, donc parler avec votre ressource humaine ou au moins planifier quelque chose comme ça, montrer que vous êtes intéressé, parce que si vous montrez pas que vous êtes intéressé, personne ne va venir vous dire que allez, on va vous financer ça. Deuxième chose, si vous n'avez pas cette chance qui est quand même rare, c'est financement bien sûr personnel. Financement personnel, moi j'ai fait moitié-moitié. J'ai fait moitié de ma poche en cash et moitié par un prêt. Okay. Tout simplement. Donc un peu gestion de risque ici, c'est important. C'est vrai que vous prenez un risque très très grand en faisant ça, ça c'est sûr. Parce que 63 000 euros, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Ça peut changer votre vie. Okay. Mais après, est-ce que c'est important pour vous de passer par ça, de changer votre vie? Quelle importance ça a dans votre projet ou pour vous? Donc ça ça dépend de vous. Voilà. Financement, c'est vrai que c'est une question, mais il y a des moyens. Il y a des cibles qui financent autour de 10 000 euros, 15 000 euros. On peut trouver des moyens. Après, vous pouvez faire payer votre projet que vous pouvez faire pour une société, faire payer votre projet en frais de scolarité. Merci. Et de impôts aussi. On va arrêter à cette question.